pour ce webinaire donc sur la sécurisation de l'IoT, pour connaître les dernières avancées et les cas d'usage. Pour ce premier WebTech de la rentrée, STS a souhaité réunir le CEA et Trusted Object pour avoir donc un regard croisé, industriel et recherche académique sur la sécurisation de l'IoT et connaître les dernières avancées et mieux connaître leurs travaux, leurs solutions et puis leur collaboration, puisqu'effectivement, en fin de webinaire, on aura également l'illustration d'une collaboration entre nos deux speakers. Donc, pour rappel, votre micro est coupé, c'est pour un meilleur confort de tous pendant tout le webinaire. Ce webinaire aussi est enregistré et si vous le souhaitez, sera à disposition sur notre site web dans la section publication vidéo en mode replay. Et puis, les questions sont bienvenues par écrit via le module questions. Dans le menu GoToWebinar, vous devriez voir un module questions. Ces questions seront traitées donc à la fin du webinaire pour une durée variable. On va essayer peut-être de la maintenir de 10 à 15 minutes. Et enfin, à la fin du webinaire, vous aurez une petite enquête très courte qui s'affichera. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Voilà, alors sans tarder, je vais passer l'agenda. Voilà, vous voyez bien à l'écran, Hervé, Vincent? Oui. Ok. Donc, on va faire donc d'abord une petite introduction par le CEATech de Paul Vincent Bonzon sur l'émission et sur cette organisation. Ensuite, on passera la parole à Hervé Roche, donc de Trusted Object, qui fera donc une présentation sur différents cas d'usage autour de la protection des logiciels et des IP durant le cycle de vie d'un matériel IoT. Ensuite, on passera la main à Jacques Fournier du CEA sur les différentes solutions pour sécuriser l'IoT. Et enfin, une illustration, comme je le disais, à travers une collaboration CEA Trusted Object, donc académique et industriel. Et puis, les questions-réponses. Bien sûr, vous êtes invité à poser une question par écrit, plutôt courte, vu le mode question courte, réponse courte, c'est le concept, pour que chacun puisse apprendre de l'autre autour de ce thème d'aujourd'hui. Donc, effectivement, les speakers, je n'ai pas de photos, mais ils sont bien en ligne. Paul Vincent Bonbon, donc Industrial Partnership Manager au CEATech, Hervé Roche, VP Marketing, donc chez Trusted Object, et puis Jacques Fournier, Head of Security Lab au CEA-Leti. Donc, je croise les doigts pour que tout se fonctionne bien, puisque nous sommes tous les quatre dans 4 endroits différents connectés. Donc, si jamais il y avait un souci, j'ai la présentation de chacun sur mon PC, mais on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, je vais passer la main à Hervé Roche et en attendant, voilà, vous avez les prochains WebTech STS. J'ai oublié de mettre le thème du prochain WebTech STS. Ah oui, je vais passer la main à Vincent, pardon. Voilà. Qui se fera le 2 octobre. Le 2 octobre, vous aurez un WebTech à 11h, comme d'habitude, avec Insight qui nous présentera les différences, les avantages, les différences de performance, de coûts, mais de taille également, entre ASIC, SOC, chipset et SIP. Donc, ces différentes manières de construire un device en argumentant sur chacun de ces concepts, quels sont les avantages, quelles sont les performances, quels sont les coûts associés, et peut-être aussi quelle est la meilleure solution pour l'application ciblée. Donc ça, ce sera le 2 octobre. Nous avons communiqué tardivement sur ce webinaire, mais je vous invite vivement à y participer. Voilà, donc sans tarder, je donne la main à Vincent. Si tu veux bien, je mets la première slide. Vincent Bonzon. Oui, bonjour à tous. Fabien, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très très bien. Super. Bon, écoutez, bonjour à tous. Je suis donc Paul Vincent Bonzon et en charge de monter des partenariats industriels en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, en 2 minutes, je vais vous présenter CEATech. CEATech, c'est un des 4 piliers du CEA. En quelques mots, le CEA, pour rappel, c'est 20 000 collaborateurs, c'est 5 milliards de budget, c'est 700 brevets par an et c'est premier labo de recherche européen et deuxième au niveau mondial. CEATech, et la mission de CEATech, c'est de faire de la recherche applicative et
transférer le fruit de son innovation vers les industriels de façon à leur permettre de gagner en compétitivité. Prends le prochain slide, s'il te plaît, Fabien. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière CEATech, qui est une marque commerciale? Finalement, il y a 3 instituts souverains que vous connaissez certainement tous, le LETI, le LIST et le LITEN, basés à Grenoble, Saclay et Chambéry. Et il y a surtout 4500 chercheurs qui travaillent sur toutes les briques technologiques que vous pouvez... non, reviens au slide d'avant, ouais, merci. Au slide... Voilà, celui-là, merci. Qui travaille sur toutes les briques technologiques que vous pouvez voir apparaître à travers des petits carrés. Savoir que chaque carré, c'est entre 50 et 100 ingénieurs-chercheurs sur cette thématique. Et depuis 2012, à la demande du gouvernement et des régions, et afin de mieux diffuser les technologies un peu partout sur un très bon maillage national, la création des antennes en région, dans laquelle, par exemple, je suis en région sud. Le prochain. Voilà, donc le CEATech, je rappelle sa mission, c'est de faire du transfert technologique et de finalement accompagner dans le gap qu'il y a entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc en fait, on fait de la recherche fondamentale, on a le fruit de nos recherches, on l'a dans nos étagères, et puis on prend le fruit de cette recherche et on va voir les industriels afin de transférer le fruit de cette recherche à travers des programmes de partenariat, de façon à permettre aux industriels de s'approprier cette technologie, de l'industrialiser et de la commercialiser. Le prochain, s'il te plaît. Et voilà, et donc je vous le disais, depuis 2012, la création afin d'assurer une meilleure diffusion technologique. Et puis parce qu'aujourd'hui, on touche une audience nationale importante autour de cette conférence, j'ai choisi de vous montrer un peu nos implantations, chaque implantation ayant à la fois une mission de diffusion technologique à travers des responsables de partenariats industriels comme moi, mais aussi ayant aussi des activités de recherche et en propre, comme par exemple ici en région sud, sur le photovoltaïque, une plateforme d'intégration numérique, la biomasse et les microalgues, et sur la sécurité des systèmes dont Jacques va vous parler. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Merci Vincent. Donc je vais passer la main à Hervé. Hervé Roche, donc VP Marketing de Trusted Object. Voilà, Hervé, tu devrais pouvoir partager ton écran et donc nous présenter différents cas d'usage autour de la protection des logiciels durant le cycle de vie d'un matériel IoT. Est-ce que vous voyez mon écran déjà avant de démarrer? Je le vois bien, oui. Ok, ça marche. Ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci, merci pour votre participation et votre temps. Donc je me présente, Fabienne l'a déjà fait, donc Hervé Roche en charge du marketing et du business développement, donc voilà pour Trusted Object. La sécurité dans l'IoT est souvent, dans le passé, on l'a souvent abordé sur les aspects sécurité des données applicatives transférées ou stockées. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème un petit peu différent, qui est celui de la sécurisation du logiciel applicatif ou code, enfin on peut lui donner différents noms, et des IP embarqués dans un équipement ou, dans le cas de l'IoT, souvent dans un objet. Nous verrons pourquoi il est intéressant de se poser la question de la protection du code, les menaces, les risques. Je parlerai, comme Fabienne l'a présenté, de la protection du logiciel et des IP en production, mais aussi après le déploiement. Et l'idée de cette session, voilà, c'était de vous présenter aussi des cas d'usage représentatifs des projets réalisés, ou en cours de réalisation je dirais, dans la limite de la confidentialité, évidemment, que nous avons sur ces projets. Juste avant de poursuivre, quelques mots sur Trusted Object, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Trusted Object a été créé en 2014
par une équipe d'experts en sécurité. Donc, nous sommes un acteur dans le domaine de la sécurité embarquée et plus particulièrement de la sécurité de l'IoT. Donc concrètement, nous développons et nous commercialisons des solutions de sécurité donc adaptées à l'embarqué comme des logiciels et des librairies sécurisées. Nous apportons des solutions de sécurité aussi sur des protocoles standards de communication. Nous proposons des solutions de sécurité pour les étapes de fabrication, dont je vais vous parler aujourd'hui, et des services pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de toutes ces solutions de sécurité. Voilà. Bon, pour finir, voilà, nous déployons ces solutions avec différents partenaires, donc j'en cite quelques-uns, Afnet, Murata, Système Général. Et intéressant, je dirais pour la suite de la présentation, voilà, de se mettre d'accord sur certaines terminologies. Entre autres le terme IP qui est utilisé dans différents contextes. Donc ici, je pense que vous l'avez compris, on parle d'IP en tant que propriété intellectuelle. Donc c'est un terme juridique qui couvre la protection des inventions. Et les logiciels, les codes développés par une entreprise peuvent faire partie, bien sûr, de cette catégorie. Alors dans le contexte de notre présentation, quand je parlerai d'IP, c'est souvent une partie du code, pas forcément la totalité du code, une partie du code, une ou plusieurs routines, sachant que l'IP peut aussi s'appliquer à des données. L'expression software et IP protection qui reviendra aussi souvent dans cette présentation fait référence justement à la protection du logiciel contre les failles de sécurité. Alors, quels sont les problèmes de sécurité? Dans un contexte IoT, déjà, il y a un constat, c'est-à-dire que les process de développement, de fabrication, de déploiement impliquent de nombreux acteurs. Bon, c'est pas qu'une spécificité de l'IoT, mais ça, en grande partie, c'est le cas de l'IoT. D'autre part, les produits IoT sont déployés le plus souvent sur de longues périodes, durant lesquelles ils sont sans contrôle, on va dire, physique. Et ceci, je dirais, la raison de différentes menaces et différents risques. Alors ici, je thématise 3 étapes durant lesquelles le logiciel, le code, les IP sont exposés. Alors tout d'abord, durant la fabrication, souvent externalisée. Je sais pas si vous voyez ma souris, oui. Donc durant la fabrication, qui est externalisée avec l'intervention de sous-traitants, parfois à l'international. Alors, cette étape est particulièrement sensible en termes de confidentialité des données, car avant la programmation dans un composant, le logiciel ou les IP peuvent être facilement volés parce qu'on n'a pas besoin de l'intervention d'un hacker très expérimenté à ce stade-là, encore une fois. Alors les risques, on peut en mentionner, je dirais les plus connus. Bon, c'est vrai que si le vol d'une IP durant le flot de production, ça veut dire potentiellement des produits clonés sur le marché. Nous avons constaté dans les discussions sur les différents projets sur lesquels nous travaillons que malheureusement aujourd'hui le code, les données, les clés secrètes sont souvent envoyées en clair. Je dirais chez l'EMS et sur la machine de programmation. L'autre étape d'exposition aux attaques, c'est après le déploiement. Là, les codes et les IP embarqués et non protégés peuvent être hackés. Alors les menaces, quand on parle de hacking, c'est du dump de code, c'est du reverse engineering sur le logiciel. Et les risques, pour ne pas reciter le clonage, ça peut être du code ou des data que vous pouvez retrouver divulgués sur le net. Alors pour illustrer ces attaques physiques, aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être vu des choses sur le net. On peut facilement mener ce qu'on appelle, et on en parlera aujourd'hui, des attaques à canaux auxiliaires qui peut être mise en œuvre assez facilement. Je pense qu'il faut à peu près 500 € d'équipement et vous pouvez trouver toutes les instructions disponibles sur le net. Et avec ces attaques par canaux auxiliaires, voilà, vous pouvez facilement retrouver des secrets. Entre autres, l'exemple le plus fréquent, c'est retrouver des clés d'un algorithme de crypto qui est en train d'être exécuté. La troisième étape, c'est le firmware update. C'est un firmware update qui n'est pas sécurisé. Voilà, là aussi, je dirais, les acteurs s'exposent à des menaces comme le vol des IP, l'injection de malware.
Et là, les risques sont de même nature, donc divulgation des IP, parfois perte de contrôle des équipements ou des objets s'il y a une injection de malware. Donc là, je rappelle, bon, c'est un petit peu ce que je viens de dire précédemment, mais je voulais l'illustrer après. Je rappelle que voilà, le vol d'IP logiciel peut entraîner voilà, des produits clonés, des pertes de revenus pour l'entreprise, des dégradations de la réputation, et ça, on a eu de multiples exemples ces dernières années, des risques en termes de sécurité, surtout si, sur des produits clonés. Différents rapports mettent des chiffres sur l'impact de la violation de données. Bon, là, je cite pour exemple un rapport IBM qui évalue la perte de revenus directs moyenne par violation, je dis bien par violation, de sécurité à 3,86 millions de dollars. Bon. C'est une valeur moyenne. J'avais retenu dans le rapport que, par exemple, dans le secteur de la santé, ce chiffre pouvait monter à plus de 7 millions de dollars. Donc aussi, c'est la protection des données et des logiciels devient dans notre écosystème un point crucial. J'en viens aux pratiques, je dirais qu'on peut déployer pour se protéger, je dirais justement sur ce type de risque. Donc là, je vais parler de pratiques déjà déployées sans barrière technique, je dirais particulière. Donc alors quand on parle de solutions de sécurité, beaucoup de solutions ont été mises en œuvre dans le passé sur des systèmes plutôt à haute capacité, tels que les PC et les serveurs. Ici, vous l'avez compris, nous, le marché qui nous intéresse, c'est le marché des systèmes embarqués. Et comme chacun le sait, le marché des systèmes embarqués dans l'IoT présente des contraintes spécifiques en termes de performance, taille de code, consommation. En général, les solutions dont je vais vous parler sont des solutions adaptées à ce marché. Alors pour l'étape 1, je vais revenir, c'est des notions, alors c'est des pratiques de type Secure Manufacturing, Secure Programming qui peuvent apporter des réponses justement sur ce sujet-là. Pour l'étape 2, c'est-à-dire la protection des softwares IP dans le field, on parlera de solutions de sécurité légères pour protéger la totalité du code ou une partie du code ou des routines. Et enfin, pour l'étape 3, sont des solutions de sécurité d'ailleurs très proches des précédentes qui peuvent être mises en œuvre voilà, pour garantir un firmware update sécurisé. Pour apporter une réponse, je dirais, apporter une réponse voilà, à chacune de ces étapes nous paraît quand même essentiel pour assurer une chaîne de confiance. C'est vrai que ce ne serait pas très consistant d'adresser que la sécurité du software, de l'IP dans le feed, sans s'assurer que la chaîne de sécurité, par exemple, durant le manufacturing, est bien respectée. Bon, comme il est difficile de tout aborder dans le temps imparti, je propose de présenter des use cases qui adresseront la partie manufacturing et plutôt attaque de l'objet dans le film. Pour être un peu plus précis alors sur les solutions pour le software et l'IP protection, par exemple, pour le Secure Manufacturing et le Secure Programming, ça vous permettra aussi de mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette terminologie. Alors, l'objectif, clairement, est de protéger le logiciel en production durant toutes les étapes. Bon, là, je prends l'exemple de l'OIM. Alors, l'OIM, on peut dire que, pour résumer, c'est celui qui développe le code, les IP. L'EMS est le partenaire qui fabrique la carte, qui est en charge de programmer le microcontrôleur. Donc, quand je parle de toutes les étapes, ça veut dire qu'il faut apporter une sécurité durant l'étape de transfert de l'OIM vers l'EMS, puisque le code et les IP sont transférés avant d'être programmés. C'est apporter des solutions de stockage sécurisé chez l'EMS. Et enfin, c'est s'assurer que le chargement de tous ces IP se feront de manière sécurisée dans le composant. Bon, c'est équivalent, comme je le mentionne là, à avoir un canal sécurisé en fait de l'OIM au composant. Donc, par rapport à un process sans protection où le code et les données sont envoyés stockés en clair chez l'EMS et programmés sans aucune sécurité, donc ici, vous comprenez le bénéfice de l'OIM, donc à l'assurance d'une confidentialité
sur ces données de bout en bout, et aucune tierce partie, en cas de tentative de vol, n'aura accès à l'IP. Concernant la protection du software et des IP, donc une fois l'objet déployé, là l'objectif clairement est d'apporter et de protéger le logiciel contre des attaques physiques et logiques. Et pour ce faire, donc des pratiques assez courantes, c'est de faire du chiffrage sur une partie du code ou des routines et de déchiffrer juste avant l'exécution. Alors, quant à la quantité de code, le nombre de routines que l'on peut protéger, les solutions implémentées tiennent compte des ressources du hardware. Donc c'est variable, mais on peut protéger de très grandes quantités de code. Alors ces techniques, dans le cas de l'IP protection sur le terrain, donc ces techniques, même si elles n'empêchent pas, même si un hacker peut réussir à dumper une flash, rendront quand même le travail d'un hacker très très difficile. D'autant plus, je ne veux pas trop rentrer dans le détail technique, mais on peut pratiquer aussi un pairing entre l'IP software et le hardware, ce qui renforce encore les solutions de sécurité. Dans les cas d'usage que je souhaiterais vous présenter, ces cas d'usage vont mettre en œuvre, je dirais, deux solutions de Trusted Object que je vous introduis maintenant pour que vous compreniez voilà, les cas d'usage. La première solution, c'est la solution que nous appelons TOPS pour Trusted Object Programming Solution, qui est en fait un équipement directement connecté à la machine de programmation et qui permet de gérer du secure programming et du secure provisioning. Moi, je reviendrai sur ces deux terminologies pour les préciser. La deuxième solution, c'est la solution Theo Protect, qui est en fait une solution 100% software, solution de sécurité 100% software, ou encore appelée Secure Software Library, qui sera mise en œuvre pour protéger les IP. Alors, l'un des cas d'usage mettra en œuvre 4 fonctions clés de TOPS, à savoir la programmation sécurisée, donc le secure programming, où là, TOPS est mise en œuvre pour garantir un lien sécurisé entre l'OIM et le centre de programmation. Donc, pour ceux qui connaissent la terminologie de key cérémonie, en fait, c'est comme établir une key cérémonie sur le réseau pour établir ce lien sécurisé. Et ensuite, ce TOPS sera utilisé pour apporter aussi un lien sécurisé entre la machine ou le composant à programmer. TOPS générera des clés de manière sécurisée dans le centre de production, puisque TOPS embarque un HSM. Il assurera le stockage de ces clés sécurisées, y compris celui des IP qui auront été communiqués par l'OIM. Et enfin, TOPS prendra en charge, je dirais, le provisioning sécurisé. Alors, le provisioning, c'est le chargement sécurisé des clés ou d'autres données sensibles. Bon, pour information, c'est un équipement qui peut être centralisé, interfacé avec plusieurs équipements de programmation et agnostique en termes de programmateurs. Donc, un cas d'usage mettra en œuvre la version serveur de TOPS, et un cas d'usage mettra en œuvre une version plus légère qu'on appelle TOPS Plug and Go, qui est en fait une version préconfigurée, simple à installer et optimisée spécifiquement pour un projet. Quelques mots sur Theo Protect que vous allez retrouver aussi dans le cas d'usage. Theo Protect et le rôle de Theo Protect, je m'attardais surtout sur le rôle de Theo Protect pour protéger le logiciel et les IP. Alors Theo Protect est considéré comme une racine de confiance software ou un secure element software, même si la terminologie n'est pas tout à fait exacte, qui est compatible avec la majorité des microcontrôleurs génériques, optimisé en taille de code pour pouvoir fonctionner avec des microcontrôleurs à faibles ressources. Encore une fois, c'est notre cible par rapport aux applications IoT.
Et son rôle dans le software et IP protection est de plusieurs types. Donc déjà, c'est d'assurer une implémentation sécurisée des algorithmes de cryptographie qui seront utilisés. Je vous rappelle qu'une implémentation standard d'un algorithme de crypto est facilement cassable. Theoprotect, dans le cas de l'IP protection, assurera aussi un stockage sécurisé des clés avec un mécanisme d'offuscation performant. Et Theoprotect assurera le déchiffrage des IP avant l'exécution et son chargement dans ce qu'on appelle un buffer exécutable qui est en général souvent la RAM. Voilà. Bon, Theoprotect permet aussi de vérifier l'intégrité de l'IP ou de la partie de code qui est traitée. Donc là, vous avez un schéma, je ne peux pas rentrer dans le détail, je dirais, de l'architecture, mais ça vous donne un petit peu une idée de comment est organisé TOPS et intégré dans l'application finale. Alors je profite que ce soit on va dire une session de sécurité, quand même pour vous donner quelques éléments sur quelles sont les caractéristiques d'une bibliothèque logicielle sécurisée. Pourquoi est-elle sécurisée? Une bibliothèque sécurisée comme Theoprotect assure un bon niveau de protection contre des attaques logiques et physiques. Et pour cela, elle embarque des contre-mesures essentiellement software. Vous avez bien compris, on parle d'une solution 100% software. Donc, elle embarque des solutions software pour des attaques sur le logiciel. Elle embarque des contre-mesures software pour des attaques de type canaux auxiliaires ou side channel attacks, qui, pour juste vous préciser ce type d'attaque, qui permet de retrouver facilement des clés secrètes lors de l'exécution d'un algo, tout ça en observant, je dirais, des variations de consommation, que ce soit par champ électromagnétique ou directement en observant les entrées-sorties. Embarque des contre-mesures software pour, je dirais, des attaques par faute, et bien entendu des contre-mesures, je l'ai mentionné, des contre-mesures et des mécanismes d'offuscation pour protéger les clés. Bon, voilà, donc là, cette liste, bien entendu, n'est pas exhaustive, mais c'est pour juste un petit peu préciser, je dirais, les caractéristiques de ce type de librairie sécurisée. Alors, le premier cas d'usage est un cas d'usage Secure Programming et Secure Provisioning. C'était en fait pour un projet de sécurité à base de protocole TLS. Alors, ce cas d'usage a été réalisé avec notre partenaire Système Général. L'objectif ici a été de mettre en place une solution totalement sécurisée pour charger une root of trust dans le composant. Root of trust qui permettra de protéger le chargement des clés. La solution apporte sur le lieu de fabrication, voilà, une solution pour générer de façon sécurisée les clés et les certificats X509 nécessaires au protocole TLS, qui sera établi dans l'application entre l'objet et le serveur. Bon, ce cas d'usage s'applique aussi au chargement sécurisé d'IP, si on tient compte que les données peuvent être aussi des IP. Alors, comme nous l'avons vu, TOPS permet d'établir un lien sécurisé entre l'OIM et l'équipement TOPS qui est dans le centre de programmation. Il permet d'établir un lien sécurisé avec la machine système général. Et il permet aussi d'établir un lien sécurisé avec le composant et la root of trust qui est chargée dans le composant, tout ça pour pouvoir protéger les clés lors du provisioning dans le composant. Alors cette solution apporte un très haut niveau de sécurité sur les données traitées sur le site de production, car elle permet une garantie aussi sur les quantités produites. Certains de nos partenaires sont confrontés à ce qu'on appelle de la overproduction, donc de la surproduction. TOPS, en tant qu'élément de sécurité dans la production, permet de faire remonter aussi à l'OIM des rapports avec les quantités exactes produites, ce qu'on appelle une customer whitelist.
Alors le deuxième cas d'usage, l'environnement et pour ce deuxième cas d'usage, pardon, l'environnement et le flow est un petit peu différent du premier cas d'usage. Ouais. Bon, le premier cas d'usage se déroulait, peut-être compris, dans un centre de programmation qui peut proposer un service de programmation sécurisé à ses clients. Ici, même si le schéma de sécurité est quasiment identique, l'équipement, par contre, sécurisé TOPS Plug and Go appartient à l'OIM, donc je dirais celui qui possède de l'IP, et il est connecté à un banc de test que l'OIM fournit à l'EMS, ce qui est assez fréquent en général chez nos partenaires. Quand ils sous-traitent la production, le banc de test est quand même plutôt maîtrisé par l'entité qui développe le code. Donc TOPS Plug and Go est dans ce cas-là sous le contrôle de l'OIM et il assure une confidentialité totale des IP des clés par l'OIM et cette confidentialité, je dirais, est garantie et le MS n'en a pas connaissance. Voilà. Un autre cas d'usage qui concerne plus la protection des IP durant la fabrication et sur le terrain. Alors si c'est intéressant parce qu'il s'agit de senseurs innovants à la fois sur l'aspect hardware et sur l'aspect software. Donc la demande de sécurisation clairement portée sur des IP aussi bien hardware et software. Mais la réponse qu'on a pu apporter, en fait, c'est une solution de sécurité logicielle combinée à une solution de sécurité hardware. Donc clairement, donc pour la partie anti-cloning du hardware, on a apporté un mécanisme d'authentification forte à base de TheoProtect embarqué dans le micro-host et un Secure Element dont Theo développe le firmware sécurisé. Pour la protection de l'IP logiciel, donc c'est la même solution, même librairie sécurisée TheoProtect qui est utilisée pour gérer le chiffrage des IP avant l'exécution, pour vérifier l'intégrité et pour charger le code dans le buffer exécutable. Donc l'objectif, enfin cette solution, je dirais même, je l'ai dit précédemment, même si en déployant beaucoup d'énergie et avec un budget important, si un hacker réussit à dumper la flash, voilà, l'IP sera difficilement exploitable puisque la partie protégée reste encryptée dans le code. Pour finir, un dernier cas d'usage sur l'IP protection qui est intéressant puisque là, la demande clairement couvrait tous les aspects du cycle de vie, à savoir protection en production, protection lors du firmware update et protection sur le terrain contre des attaques, que ce soit logiques ou physiques. Alors pour la partie production, le client en fait qui développait son propre banc de test, donc la réponse a été pour lui assurer une confidentialité de toutes les données, voilà, de relier un équipement type plug and go à son banc de test avant que l'ensemble soit, je dirais, communiqué à l'EMS. Voilà. Donc chez l'EMS, TOPS Plug and Go permet une sécurisation complète de toutes les opérations, que ce soit programming ou provisioning. Pour la partie protection des IP sur le terrain et lors des mises à jour, nous avons, dans ce cas-là, c'est vrai que nous avons répondu aussi aux besoins de sécurisation des IP avec l'intégration de TheoProtect avec le code du client. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais dire pour tenir le timing sur ces cas d'usage. Fabienne, je vous relaisse la main. Allô? Merci Hervé. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci Fabienne, merci Vincent et merci Hervé. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Jacques Fournier, je suis responsable du laboratoire de sécurisation AW et systèmes physiques du CEA LETI. Je reviendrai très rapidement sur les missions de ce laboratoire dans quelques minutes.
Donc j'ai le plaisir d'intervenir ce matin, au début, on n'est pas encore en après-midi, ce matin, pour vous donner un peu un panorama, une vision d'un centre de recherche du CEA sur la problématique de la sécurité, et c'est surtout sécurisation de l'IoT. Notamment à la fois parce que j'étais historiquement moi-même en région PACA, donc j'ai eu l'occasion d'être membre actif du pôle par le passé, et aussi parce que nous avons un exemple assez représentatif du type de collaboration que nous pouvons avoir avec les industriels à travers notamment la collaboration qu'on a eue avec Hervé et ses équipes chez Trusted Objects. Donc, mon objectif, c'est très rapidement vous donner quelques billes sur les technologies sur lesquelles nous travaillons côté CEA pour la sécurisation de l'IoT par rapport à des enjeux que je considère comme étant majeurs pour à la fois à la fois au niveau moyen terme et long terme pour l'IoT. Donc, comme je vous le disais, très rapidement, le laboratoire que je dirige actuellement au CEA de l'ITI, donc c'est un laboratoire avec une 50aine de collaborateurs, composé de chercheurs, d'ingénieurs-chercheurs et de doctorants, répartis sur 2 sites, Grenoble et Gardanne, où nous avons une équipe de recherche avec l'Université de Saint-Étienne. Voilà. Et nos missions consistent à la fois de faire de l'innovation, de la recherche sur des technologies futures pour la sécurisation de l'IoT et sur des technologies plus court et moyen terme pour aider les partenaires industriels à résoudre leurs problématiques de sécurisation de leurs solutions. Ce qui nous amène souvent à travailler sur des solutions sur mesure, comme on l'a fait avec Trusted Objects, et j'en parlerai un peu plus tard. Il y a aussi cette mission de développer, de mettre en œuvre des technologies, des IP, des briques technologiques que nous transférons à nos partenaires industriels. Et bien sûr, en tant qu'institut de recherche, on a une grosse activité en matière de recherche et de publication scientifique sur ces sujets-là. Et au niveau de nos partenaires, à la fois industriels et institutionnels, beaucoup de logos anonymisés, je suis désolé, parce que pour des raisons que vous pouvez comprendre, je suis sûr, beaucoup gardent très confidentiel des partenariats au niveau sur les aspects sécurité. Ce que je peux mentionner, et ce qui est public, c'est la collaboration qu'on a avec Bureau Veritas depuis quelques années sur la partie proposition et mise en place de schémas de certification pour l'IoT, notamment pour les niveaux basiques et substantial de European Cyber Security Act. On a un labo commun avec un fournisseur de matériel pour les systèmes industriels. On a une longue collaboration de 10 ans avec un fabricant d'automotive. On a eu aussi une collaboration avec un gros fabricant mondial de chipsets. Donc ça, c'est pour les grands groupes. On a travaillé aussi avec pas mal de PME, notamment dans le domaine de l'imprimante pour l'imprimante industrielle ou même dans le domaine des devices médicaux. Et le laboratoire, aujourd'hui, baigne dans 2 écosystèmes, gros écosystèmes au niveau grenoblois, à la fois orienté industriel à travers l'IRT Nanoelec et orienté plus académique et recherche à travers le Grenoble Cyber Security Institute. Et en termes d'activité, ce qui vous donnera déjà une première idée des technologies, des enjeux sur la sécurisation de l'IoT de demain, le laboratoire est organisé autour de 4 piliers. Donc, je vais plutôt prendre dans l'ordre de la droite vers la gauche et non pas de la gauche vers la droite, comme on a tendance de faire dans nos sociétés occidentales. Donc, le premier pilier, c'est pour bien sûr sécuriser, il faut pouvoir caractériser, il faut pouvoir comprendre les attaques, il faut avoir les moyens pour mettre en œuvre ces attaques.
et des moyens de caractérisation. Donc, c'est un des axes de travail de mon équipe aujourd'hui, avec à la fois pour mission de développer des outils qu'on utilise nous en interne, mais certains de nos partenaires industriels aussi nous demandent de les aider à déployer de tels outils lors du cycle de développement de leurs produits. Le deuxième axe porte sur la sécurité des systèmes embarqués que je qualifierais d'existants. C'est-à-dire, là, c'est essentiellement sur du logiciel embarqué, sécuriser du logiciel embarqué sur des composants codes off-the-shelf ou sur des composants fabriqués ou déjà produits par nos partenaires industriels. Donc, c'est déployer, travailler sur des architectures sécurisées logicielles bas niveau en fonction des différentes configurations matérielles sur lesquelles on peut se retrouver, travailler sur des problématiques de gestion de cycle de vie, travailler sur des problématiques de la sécurisation de briques techno pour des applications critiques, par exemple sécurisation de l'IA embarquée, sécurisation de l'attestation de données qu'on va retrouver dans des chaînes de blocs, etc. Et ceci à travers des axes d'usage, notamment tout ce qui est automotive, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est système industriel et tout ce qui est médical autour des devices médicaux. Donc, sur ces deux piliers, on est plutôt sur des problématiques nous sommes plutôt sur des problématiques court et moyen terme. Mais ensuite, on commence à préparer l'avenir, c'est-à-dire sur du moyen long terme, notamment pour préparer le déploiement et faciliter le déploiement de solutions sécurisées sur les futures technologies low power qu'on retrouvera dans nos objets. Et l'avantage d'être dans un institut comme le LETI, c'est que on a les collègues des départements à côté qui travaillent justement sur la mise en œuvre de ces technologies low power. Notamment sur donc nous travaillons notamment sur les nouvelles technos de PUF et les générations de nombres aléatoires pour les techno low power de demain, que ce soit du FDSOI, que ce soit des technologies de mémoire non volatile low power type la PCARM, etc. Nous travaillons sur la sécurisation des algorithmes cryptographiques pour les systèmes embarqués, comme l'a mentionné Hervé tout à l'heure, contre les attaques physiques type side-channel et injection de faute. Sur les algos existants, la problématique est quand même bien détourée, typiquement le genre de choses qu'on a faites avec Trusted Objects. Mais on travaille aussi sur cette problématique pour les futurs algorithmes cryptographiques qui seront déployés, notamment les algorithmes qui devront être résistants à la menace des ordinateurs quantiques dans quelques décennies. Et on a aussi un axe de travail sur les capteurs, notamment tout ce qui est capteurs biométriques pour système embarqué ou carte à puce de demain. Et le quatrième axe, où là on est vraiment sur du long terme, où on repense en fait l'architecture de base des processeurs pour futurs systèmes embarqués pour les rendre intrinsèquement sécurisés contre les attaques à la fois logiques et physiques. Typiquement, le Graal pour nous serait de dire que à terme, la problématique dans laquelle se trouve Hervé aujourd'hui, où il doit chiffrer son code et ensuite le télécharger dans les composants existants, les déchiffrer pour l'exécuter, etc. On espère pouvoir à terme directement exécuter du code chiffré, confidentiel, et qui sera totalement protégé de bout en bout. Voilà. Et en termes d'approche, au niveau du laboratoire, c'est aussi une approche qu'on applique, qu'on aimerait qu'il soit appliqué sur tous les. Quand on déploie tout système IoT, en particulier les systèmes critiques, c'est d'abord une phase d'analyse de risque pour identifier les biens à protéger, les vulnérabilités liées à ces biens et les menaces et les impacts de ces menaces sur les produits et solutions de nos partenaires industriels. La deuxième phase, c'est de dire, une fois qu'on a identifié les vulnérabilités qui peuvent être pertinentes, on va essayer de voir dans quelle mesure elles sont exploitables en pratique. Et pour celles qui sont exploitables en pratique, on travaille avec nos partenaires industriels pour les sécuriser.
Et après, on peut refaire comme ça une boucle vertueuse avec une quatrième étape qui n'est pas du ressort de mon laboratoire, mais plutôt du centre CESTI, qui est le laboratoire voisin, mais bien cloisonné de nous, au côté CEA Leti, qui est le centre d'évaluation et de certification. C'est le centre qui fait des tests de sécurité pour l'évaluation et la certification des objets de systèmes embarqués pour les certifications type critères communs, etc. Donc voilà, en termes de panorama d'activité du côté CEA Leti sur la sécurisation de l'objet IoT, les principales problématiques qu'on adresse. Pourquoi est-ce qu'on adresse toutes ces problématiques? Parce que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que la problématique, ces dernières décennies même, pardon, le temps passe trop vite, ces dernières décennies, c'est que la problématique de la sécurité des systèmes embarqués a évolué du monde de la smart card, d'où vient Hervé, d'où vient Vincent et la plupart, je suis sûr, de ceux qui sont présents aujourd'hui. De la problématique smart card, on avait quand même, c'était quand même un objet qui était pensé pour la sécurité from scratch et qui était déployé pour faire de la sécurité dans un cadre, dans un environnement d'usage où on avait très peu de contraintes de conso finalement. On avait une carte qui est en mode esclave et une carte qui finalement adressait certains marchés de niche. Cette problématique a évolué vers le monde de l'IoT. Aujourd'hui, on se retrouve à déployer des milliards d'objets avec des fortes contraintes de conso, avec des fortes contraintes des problématiques d'approvisionnement qu'on ne maîtrise plus, avec de forts besoins de connectivité, avec de forts besoins de résilience de cette sécurité dans le temps, etc. Donc, cette problématique de sécurité de système embarqué a beaucoup évolué pendant ces dernières décennies. Et par rapport à cette problématique et sur la vision moyen-long terme de ce qu'il faudrait faire pour sécuriser l'IoT et surtout rendre la confiance aux utilisateurs dans ces systèmes IoT, j'ai identifié 4 axes. Le premier, c'est sécuriser par construction, par design, le matériel et le chip. Le deuxième axe porte sur les cryptographies robustes, à la fois contre les futurs ordinateurs quantiques et à la fois contre les futures attaques physiques par canaux auxiliaires ou par injection de faute. Troisième axe porte sur le déploiement de logiciels embarqués de confiance, en particulier en particulier dans les cas d'usage où les objets de systèmes embarqués vont être amenés à faire des choses de plus en plus intelligentes et de plus en plus critiques en termes de fiabilité. Et le quatrième axe, c'est bien sûr de dire que pour mettre en œuvre toute cette sécurité, on a quand même besoin pas mal d'outils et on a besoin d'avoir des schémas de certification qui évoluent et on a besoin d'avoir des moyens pour accompagner ces évolutions de schémas de certification. Donc, au niveau de tout ce qui est sécurisation intrinsèque des architectures de composants et de processeurs, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, repenser, prendre le risque et sans faire le jeu de mots, prendre le risque et la volonté et l'ambition de repenser l'architecture même intrinsèque des processeurs qui sont embarqués dans nos futurs composants, à la fois dans un but bien sûr de réduire entre guillemets le coût d'overhead de la sécurité sur ces systèmes, sur ces processeurs qui vont être amenés à faire de la sécurité, mais aussi pour répondre à une problématique de souveraineté qui se pose encore plus depuis une semaine, depuis typiquement le rachat de ARM par NVIDIA, où on voit que toute la compétence aujourd'hui et toute la maîtrise de ces processeurs systèmes embarqués se retrouve outre-Atlantique. Le deuxième enjeu, c'est pour tout mécanisme de sécurité, il faut des générateurs de nombres aléatoires fiables et incorruptibles. Il faut pouvoir générer des identités fiables et incorruptibles dans nos composants, et ce pour les futurs composants de low power. Donc, c'est ce qu'on appelle les générateurs de PUF et de RNG sécurisés. Et un autre axe qui est non négligeable, qui n'est pas fait dans mon laboratoire aujourd'hui, mais sur lequel on travaille avec des partenaires extérieurs, notamment en interne Leti, avec d'autres départements du Leti, c'est de dire comment aussi sécuriser le packaging des composants, des futurs composants électroniques,
pour les rendre résistants et inviolables par rapport aux attaques physiques type canaux auxiliaire ou injection de code. Le deuxième axe, deuxième gros enjeu porte sur les futurs algos crypto et les protocoles de sécurité qui vont être déployés pour les futurs objets IoT. Donc, il y a notamment l'enjeu de dire les algos crypto existants, il faut les sécuriser de manière de plus en plus efficace contre les attaques par injection de faute et canaux auxiliaires. Ce sont des attaques qui existent depuis, qui sont connues maintenant depuis près de 20 ans, sauf que les techniques d'attaque évoluent. On le voit récemment, tout récemment avec l'utilisation de réseaux de neurones pour améliorer ces attaques qui vient mettre à mal des principes de contre-mesure qui étaient déployés jusqu'à présent dans les produits existants. Donc, ça montre que c'est un champ qui continue à évoluer. C'est-à-dire que les attaquants ont de plus en plus de moyens. Il faut pouvoir y résister. Le deuxième axe porte sur le déploiement de cryptographie qui sera résistante aux futurs ordinateurs quantiques. On pourra avoir un long débat sur est-ce que l'ordinateur quantique, c'est dans 20, 30, 40 ou dans 2-3 générations. Honnêtement, moi, je n'ai pas la réponse. Par contre, on veut pouvoir, à court terme, protéger notamment les échanges de clés et nos moyens de communication existants pour éviter qu'ils puissent être déchiffrés, révélés lorsque ces ordinateurs quantiques seront déployés et opérationnels. Et on sait que des nations comme les États-Unis et la Chine font l'effort d'essayer d'enregistrer un maximum de choses dans l'espoir de pouvoir un jour, à l'aide d'ordinateurs quantiques, déchiffrer les communications aujourd'hui. Et le troisième axe porte sur l'adaptation ou l'émergence de nouveaux protocoles mieux adaptés à l'IoT d'un point de vue protocole cryptographique. Je pense notamment sur des méthodes pour rendre plus facile le déploiement des clés cryptographiques qui soient moins longs que les schémas de PKI qu'on déploie aujourd'hui, notamment à base de tout ce qui pourrait être identité Identity Encryption, etc. Le troisième axe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sécuriser les logiciels et les applications critiques qui sont de plus en plus déployés dans nos systèmes embarqués aujourd'hui. J'ai parlé de sécuriser l'IA à la fois contre des techniques d'attaque type adversarial model ou des techniques d'attaque basées sur les attaques physiques, canaux auxiliaires ou injection de faute. Et notamment tout ce qui est attestation de données, protection contre la falsification de données, qu'on pourrait retrouver lorsqu'on veut déployer des schémas type blockchain. Et bien sûr, pour valider, tester la pertinence de toutes ces problématiques de sécurité, il faut pouvoir donner confiance aux utilisateurs sur les objets qui sont déployés. Et pour cette confiance, elle passe notamment par des schémas de certification de ces objets IoT. Donc, c'est un panorama qui évolue beaucoup ces dernières années, notamment avec la parution du European Cyber Security Act qui pose les premiers jalons de schéma de structure de schéma de certification pour l'IoT avec des niveaux basiques substantial high. Aujourd'hui, maintenant, il y a différentes instances qui travaillent sur des propositions qui soient compatibles avec ces schémas. Donc, on continue à suivre l'évolution de ces schémas, mais surtout que une fois qu'on a défini le schéma, il faut avoir les moyens et les outils pour déployer ces schémas au niveau des laboratoires de certification. Donc, côté LETI, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a le centre, le CESCI, le centre qui fait des tests de sécurité en vue de certification type critères communs, MVECO et FIDO pour les interfaces biométriques. Et afin de caractériser quelque part les sécurités qui sont déployées dans la réalité pendant leur développement, le cycle de développement, il y a surtout besoin de structures et de moyens, que ce soit des bandes de tests qui permettent de faire des attaques physiques, ou même des plateformes qui permettent de tester
la sécurité des composants des objets IoT dans des environnements qui soient le plus proches possible de leurs environnements futurs. Donc, typiquement, à Grenoble, on a des plateformes qui permettent de déployer grandeur nature des systèmes anti-IoT pour les tester et faire des tests de sécurité, où nous avons des plateformes d'émulation de systèmes industriels qui permettent de tester du matériel de système industriel dans des cas d'usage possibles. Alors, tout ça, comment est-ce qu'on a mis en œuvre et comment est-ce qu'on a orchestré tout ça, typiquement dans la collaboration qu'on a eue avec Trusted Objects il y a quelques années. Donc, cette collaboration, elle est arrivée quasiment au moment de la naissance de Trusted Objects. Hervé pourra mieux en parler que moi. Et donc, en fait, on a accompagné Trusted Objects dans la spécification et la mise en œuvre des schémas de personnalisation et de déploiement de solutions de sécurisation du firmware qui est une technologie que propose Trusted Objects dans les composants pour leurs futurs clients. Notamment, donc, on a travaillé avec Trusted Objects et Avnet à la fois pour mettre en place ce schéma où on prend en entrée à la fois les contraintes et les données utilisateurs, les solutions de sécurité proposées par Trusted Objects et les composants fournis par des chip manufacturers tiers pour fournir un ensemble, un schéma de personnalisation de déploiement de la première génération des objets, des solutions de Trusted Objects. Et déjà à l'époque, on avait intuité avec Trusted Objects au niveau IoT qu'il y aurait ce besoin de déployer des algos crypto basse conso, léger, à la fois sécurisé contre les attaques physiques. Et donc, avec Trusted Objects, on a travaillé sur des technologies de cryptographie lightweight, sécurité contre les attaques physiques, pour les déployer dans leurs produits, et notamment à travers l'encadrement aussi. Il y a un des collaborateurs de Trusted Objects qui a valorisé ses travaux à travers une thèse et à travers des publications qui ont été faites un peu à travers le monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis. On a participé au workshop du NIST et en Europe. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Maintenant, je repasse la main à Fabienne pour oui, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on peut. Oui. Merci beaucoup Jacques donc pour cette présentation et puis cette illustration à travers le projet collaboratif entre Trusted Objects et le CEA. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions donc via le module questions par écrit et sous forme courte s'il vous plaît, et les réponses d'ailleurs sont également courtes puisque le temps passe vite. Peut-être une première question pour Jacques peut-être ou Hervé. Quel est l'overhead sécurité sur les ressources d'un objet IoT ? Qui veut prendre la parole ? Alors, sur un système IoT, moi je laisserai Hervé compléter. Sur un système IoT, je dirais que ça dépend beaucoup du système IoT parce qu'effectivement, IoT, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a différents cas d'application, cas d'usage. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt que ce soit Hervé qui réponde sur le cas précis en prenant le cas d'usage Trusted Objects. Mais typiquement, si on revient à l'exemple de la smart card, comme vous le mettez dans les planches, si on part de la smart card, en termes de taille silicium, on fait plus 50%, c'est quand même non négligeable. Et après, l'overhead au niveau d'un point de vue sécurité va aussi dépendre du niveau de sécurité qui est visé. Si vous voulez et contre le niveau d'attaquant contre lequel vous voulez vous protéger. Donc je donne pas de chiffres précis. J'en suis incapable parce que ça dépend vraiment de l'application, du niveau de sécurité. Je ne sais pas si tu veux compléter, Hervé. Oui,
Oui, Fabienne, je crois que tu m'as remis le micro. Vous m'entendez? Hervé qui parle. Nous on t'entend, hein, Ah, pardon, j'étais désolé. Comme tout à l'heure, je parlais dans le vide. Non, juste pour illustrer, puisque bon, c'est pas des données, il ne s'agit pas de données confidentielles, en effet. Moi, ça fait partie des product briefs qu'on distribue. Comme le dit Jacques, c'est vrai que de quoi parle-t-on? Voilà, c'est vrai que quand on parle de sécurité, nous, notre bibliothèque logicielle sécurisée peut faire beaucoup de choses. Une simple signature jusqu'à des fonctionnalités complètes type Secure Element. Donc, mais juste pour illustrer, par exemple, aujourd'hui, il y a une demande forte pour de la sécurisation LoRaWAN. Donc, comment renforcer le stockage sécurisé des clés dans un use case LoRaWAN, comment faire en sorte que la trame soit construite de façon sécurisée. Typiquement, notre bibliothèque sécurisée dans un use case comme LoRaWAN fait un peu moins de 10 cas. Donc c'est quand même des solutions qui sont voilà, ouais, ça dépend de la totalité du code, mais voilà. Donc si on part d'une bibliothèque un petit peu plus fournie qui par exemple intègre une implémentation sécurisée de toute la stack TLS, nous c'est des solutions quand même optimisées, mais bon on est plutôt dans les 30 ou 40 cas. Voilà. Donc c'est un peu 2 ordres de grandeur que je peux donner sans dévoiler de choses très sensibles. Ok, merci Hervé. Une autre question, peut-être à Jacques. Quelles sont les pratiques ou les outils pour sniffer un signal BLE? Alors, il y a à ma connaissance des outils qui sont open source. Je crois que ça s'appelait OpenDLE, mais j'ai peur de dire une bêtise. Pour sniffer, une techno BLE. Par contre, nous, on a développé en interne. Oui, par contre, cet outil, l'objectif de sniffer ne suffit pas en lui-même. Nous, en interne, on a développé un outil qu'on appelle PSCAN, qui permet justement, à travers une tête d'accès qui est faite maison et des outils logiciels qui sont développés maison, de se connecter à un objet IoT qui communique en BLE et de lancer des scripts de tests de sécurité d'implémentation de cette stack BLE. Et donc, ces scripts de sécurité sont à la fois basés sur les CVE qu'on peut retrouver sur les bases publiques, mais aussi sur des scripts de tests de sécurité qu'on a enrichis en interne, nous, pour basé sur notre connaissance de l'état de l'art et de la recherche. Donc, et la nécessité en fait de développer cet outil, c'est qu'on n'en avait pas trouvé sur le marché qui nous permettait de le faire. Donc, typiquement, si la personne qui a posé la question souhaite avoir plus d'informations, je pense qu'elle peut prendre contact, me contacter directement et je les mettrai en contact avec les gens de mon équipe sur le sujet. D'accord, merci beaucoup Jacques. On a dépassé un peu l'heure, donc on va peut-être arrêter ici si vous voulez bien le webinaire. Il y a une autre session webinaire qui va se poursuivre ensuite. Et puis on a eu, pour ne rien vous cacher, quelques petits problèmes techniques ce matin, donc on va peut-être abréger maintenant. Je remercie vivement Jacques, Vincent et Hervé pour leur disponibilité. Merci à vous. Je rappelle que les présentations donc, du CEA, du CEATech et de Trusted Object seront disponibles, si vous le voulez bien en tout cas, pour les membres du pôle STS, donc sur l'espace membre sur le site du pôle, que le webinaire sera en mode replay, si tout a bien fonctionné encore une fois, sur l'espace, donc publication vidéo encore une fois sur le site du pôle STS, que le prochain WebTech STS sera donc, comme je vous le disais, le 2 octobre, autour donc des technologies de SIP, SOC, chipset et ASIC, pour bien comprendre quelle est la meilleure solution selon l'application et selon la performance, la taille ou le coût du device attendu.
et que les prochains rendez-vous en présentiel, c'est quand même bon de le rappeler, qu'on va pouvoir se rencontrer. Le webinaire, c'est bien, mais ça, c'est limite. Donc, les prochains rendez-vous, en tout cas physiques pour STS, sont maintenus et seront donc le 16 octobre pour une journée aussi qui devrait intéresser cette audience autour de la microélectronique et notamment des nouveaux matériaux dans les capteurs communicants. Donc, le 16 octobre à l'école des mines des Gardanes avec un protocole sanitaire bien respectueux des normes, rassurez-vous, et avec notamment aussi des détails sur le plan de relance et le plan de relocalisation de certaines activités de la filière microélectronique qui seront présentées par le CSS électronique et la FIEC. Et ensuite, l'autre rendez-vous en présentiel, c'est à Nice. Ce sera dans le nouveau bâtiment de l'IMRED à Nice, autour d'une journée rencontre marché, Smart City Territory Innovation Day, autour de la data et la gestion des ressources, eau et énergie notamment, au service des territoires intelligents, avec de nombreux donneurs d'ordre qui ont des besoins, que ce soit donc des métropoles comme Nice Côte d'Azur ou Aix-Marseille Métropole qui ont confirmé leur intervention, mais également des industriels qui présenteront donc leurs besoins et seront attentifs aux cas d'usage innovants présentés par les offreurs de solutions innovantes que sont par exemple les membres SCS. C'est une journée en collaboration avec Cap Énergie. Voilà, je vous remercie vivement encore pour votre attention et je vous donne rendez-vous le 2 octobre si ça vous intéresse à 11h pour un autre WebTech STS. Bonne journée. Merci Fabienne, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.